Émission littéraire hebdomadaire sur Radio J consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Thomas Negaroff pour son livre Poutsi qui paraît aux éditions Gallimard. Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des États-Unis. On vous voit souvent commenter l'actualité américaine sur les chaînes de télévision, mais vous êtes aussi historien, auteur de nombreux ouvrages sur Kennedy, sur Clinton. Vous signez là votre premier roman sur un personnage réel qui est américain, mais qui a eu des attaches avec l'Allemagne nazie, qui a été le confident et le pianiste d'Hitler. Comment êtes-vous tombé sur ce diable de personnage? Le mot de diable est bien trouvé. Je suis tombé sur lui, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur les États-Unis fascistes et nazis des années 30. Et au gré de mes lectures, je suis tombé et retombé souvent sur ce nom, Ernst Hanfstaengl, de son surnom Poutsi, parce qu'il était le responsable de la presse étrangère du Reich. Et à ce titre, tous les journalistes qui voulaient parler à Hitler passaient par lui. Et puis, comme vous l'avez dit, il était américain et allemand à la fois. Et cette double identité a fait qu'il a été plutôt populaire aux États-Unis, notamment en 1934, quand il revient à Harvard pour les 25 ans de sa promo de Harvard, parce qu'il est diplômé de l'université de Harvard. Il est invité aux États-Unis. Ça fait un petit scandale dans la communauté juive, mais pas du tout dans l'intelligentsia américaine protestante. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le vrai sujet, peut-être que plus que les États-Unis fascistes, c'était vraiment lui, ce personnage. Alors c'est vrai qu'il a été très loin, il a été, comme vous venez de le rappeler, nommé responsable de la presse étrangère du Reich en 1933, il jouait du Wagner pour Hitler, parfois dans sa propre villa, il était totalement soumis et même subjugué, et il a rêvé effectivement d'une alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Et ce qui est étonnant dans votre livre, c'est qu'on a le sentiment qu'il aurait pu réussir, qu'on est passé pas très loin. Vous avez raison. Et c'est peut-être ce que les lecteurs apprendront de plus étonnant en fait à la lecture de ce roman. C'est à quel point, quand il prêche auprès d'Hitler dès les années 20 en fait, un rapprochement avec les États-Unis libéraux démocratiques, il ne prêche pas dans le désert. C'est-à-dire que lui qui a été formé à Harvard, il est né à Munich, mais il arrive aux États-Unis à l'adolescence, enfin un grand adolescent. Il sait parfaitement que le terreau est fertile aux États-Unis, qu'il y a aux États-Unis probablement de quoi envisager une alliance avec un État fasciste, parce qu'ils ont, selon lui, et c'est pas faux, le même ennemi. En tout cas, c'est pas ce que je pense moi évidemment, mais ce qu'on pense à l'époque, à savoir les bolcheviks et plus précisément les judéo-bolcheviks, les juifs et les soviétiques qui viennent de réaliser leur révolution. Et donc, dans ce contexte-là, d'une espèce de défense d'un Occident, d'un mal aussi occidental, d'une civilisation occidentale, Poutsi prêche non pas dans le désert, mais des gens qui sont assez convaincus finalement qu'une alliance est possible. Et même Hitler est plutôt convaincu par cela, même si son nationalisme est tellement puissant qu'il ne peut envisager d'autre chose que l'affrontement avec des puissances qui pourraient potentiellement être ses alliés, mais qui, étant de l'autre côté des frontières, sont des ennemis potentiels. Alors, ce qui est étonnant aussi, Thomas Negaroff, c'est la succession, c'est le personnage en lui-même, et c'est la succession de gloire et de disgrâce. Tantôt, il est mis à l'honneur et tantôt on veut l'assassiner, tantôt vous en faites un personnage tragique et tantôt c'est un bouffon qui n'a aucune colonne vertébrale. Il apparaît souvent, pardonnez-moi, comme un pauvre type, au fond un grand con qu'on appelle Poutsi. Poutsi en allemand, c'est petit bonhomme, et ça résume toute sa vie, ce surnom, un type de 2 mètres qu'on appelait petit bonhomme. Oui, exactement. Je suis très heureux, vous m'avez vraiment bien lu, et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer, c'est à quel point, malgré la grande histoire, un siècle de fureur, et lui à proximité toujours du mal, etc., on a aussi un type un peu pathétique parfois, qui peut en effet sembler être
l'homme au cœur d'un monde à un moment donné. Hein. Tous les gens qui veulent voir Hitler passent par lui. Il est celui par qui l'on passe pour rencontrer le Führer. Et en même temps, il est effectivement l'objet de sarcasme, d'humiliation. On se moque de lui. Il est très humain d'une certaine manière. Et c'est aussi ça ce que je voulais raconter. C'était sortir un peu peut-être de ces histoires un peu hors sol ou hors être humain qu'on raconte souvent quand on raconte cette époque très douloureuse de l'histoire du XXe siècle, et me trouver à la hauteur d'un homme, d'un individu. Et cet homme, effectivement, il est traversé par toutes ses contradictions, par ses contradictions, par sa faiblesse, par son côté pathétique, son côté clownesque. Et j'aime à la fois me moquer de lui et aussi parfois susciter une forme d'empathie à son égard, histoire aussi de prendre le lecteur par la main et de lui d'essayer de montrer à quel point cette période est complexe et qu'elle est aussi, quand on est à hauteur d'homme, à hauteur de l'humain. Et vraiment, pour moi, c'était aussi d'une certaine manière quasiment une espèce de résistance à cette lecture qui est une lecture finalement nazie de l'histoire du XXe siècle, que de considérer qu'il y a des héros ou des zéros, des héros ou des gens des moins que rien. Et je pense qu'au contraire, remettre de la complexité là-dedans, c'est précisément non pas relativiser l'horreur, mais c'est aller à l'encontre de ce discours finalement nazi qui, je crois, nous a un petit peu contaminés à considérer qu'il y a soit des grands, soit des petits, soit des héros, soit des minables. Ben, mon personnage, il a un peu les deux, un peu tout le temps, que c'est un peu en lui-même, qu'il est pathétique, c'est vrai, mais qu'il est un être humain. Et moi, j'ai vraiment voulu raconter ça à hauteur d'homme. Alors, c'est un livre passionnant parce qu'il y a aussi des personnages secondaires. Il y a un passage très intéressant sur Thomas Mann, qui est le voisin de Puzzi et qui sera exilé d'Allemagne parce qu'il a eu l'audace d'amoindrir le génie musical de Wagner. Et vous racontez, c'est une scène inouïe, vous racontez comment la fille de Thomas Mann, Erika, va revenir nuitamment dans la ville, c'est Munich, je crois, et tromper la vigilance de la Gestapo qui surveille les lieux pour ramener un manuscrit oublié par son père, et ce sera Joseph et ses frères. Oui, c'est effectivement une histoire incroyable qu'on lit assez peu d'ailleurs aujourd'hui, hein, un peu dans les grandes biographies de Thomas Mann. Mais c'est vrai que j'ai voulu raconter cette histoire-là parce qu'il y a effectivement du romanesque un peu partout en fait. D'une certaine manière, il n'y a qu'à se baisser dans l'époque pour trouver du romanesque. Et puis on est à quelques dizaines de mètres de la maison de Puzzi à Munich, le long de l'Isar. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer ce hiatus entre ces deux mondes en fait. Entre un Thomas Mann qui choisit l'exil et qui sauve ses textes par le courage extraordinaire de sa fille, tandis qu'à quelques centaines de mètres de là, Puzzi vit peut-être sa plus belle vie, enfin reconnu parmi les nazis, avec un poste assez respectable au sein de l'administration, au sein des... Vous évoquez aussi Thomas Negarov. Elle était puissante à raconter et dans l'ombre de Thomas Mann apparaissait davantage la lumière de Puzzi. Alors, il y a aussi, c'est quelque chose que vous évoquez, c'est le sentiment de culpabilité qui habitait notamment Romy Schneider, au point d'avoir joué souvent des rôles de juifs, d'avoir donné des prénoms hébraïques à ses enfants et d'avoir porté jusqu'à la fin et même au-delà un Magen David à son cou. En revanche, vous revenez sur une déclaration de l'actrice à la journaliste Alice Schwarzer en 1976, « Je crois que ma mère avait une liaison avec Hitler ». Et vous dites que c'est faux. Pourquoi dites-vous que c'est faux ? Alors, moi je pense que c'est faux parce que je pense que Hitler était, et c'est Puzzi qui le raconte, largement asexué. C'est-à-dire qu'il était une espèce de séducteur des femmes, mais la proximité de la peau, de la chair, du sexe des femmes était absolument abjecte pour lui. Et quand Romy Schneider dit ça, en fait, elle pousse la culpabilité jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quoi ? C'est d'imaginer que sa mère, qui a été effectivement proche du Reich, proche d'Hitler, proche de Martin Bormann, par exemple,
elle pousse la culpabilité jusqu'à imaginer une relation sexuelle entre sa mère et le Führer, ce qui d'une certaine manière peut-être pourrait faire d'elle la fille du Führer. Et je crois que Romy Schneider la pousse au bout la logique, au bout son drame personnel. Vous l'avez dit, hein, elle est enterrée, en plus d'avoir des enfants qui s'appellent David et Sarah, elle est enterrée avec une étoile de David autour du cou quand même. Hein. Donc elle a poussé jusqu'au bout cette histoire-là. Je vois beaucoup de Juifs, on lui a reproché en Allemagne. Et si je raconte cette histoire, c'est aussi pour me poser dans les années 70, au moment où Puzzi va mourir, où en est l'Allemagne à ce moment-là, de cette culpabilité-là, et où en est Puzzi quand il meurt de cette culpabilité-là. Alors je ne révélerai pas les dernières pages du livre, parce que c'est là que se révèle la nature, à mon avis, de Puzzi à ce moment-là, au moment de sa mort. Mais c'est vrai que le détour par Romy Schneider, pour moi, est un détour vers la question de la culpabilité des Allemands, avec, dans le cas de Romy Schneider, une dimension totalement délirante, une sorte de bouffée délirante de culpabilité qui la pousse à mon avis, échafauder cette hypothèse d'une relation sexuelle entre sa mère et Hitler, qui pourrait faire d'elle la fille du mal, en fait. Et il y a chez Romy Schneider cette volonté permanente de lutter contre cela en jouant Sissi chez sa mère, puis en rejoignant Sissi, le même personnage, mais chez Visconti, où là, elle sort de ce mal-là pour exister en tant que femme libre. Et c'est, je trouve, très touchant, l'histoire de Romy Schneider est très touchante à cet égard-là. On la voit pas souvent comme ça, mais je pense que pour comprendre le drame de l'Allemagne et de Romy Schneider en particulier, je pense qu'il faut ce détour. Alors, on va pas révéler effectivement la fin, mais le livre s'ouvre sur un personnage, David, qui va voir Puzzi à la fin de sa vie pour faire un film sur lui. Ce David, c'est un peu vous, non? C'est un peu moi, mais il existe vraiment, David. Hein. Alors, c'est un peu moi parce que moi, je suis d'une famille juive aussi. C'est un peu moi parce qu'il est historien. C'est un peu moi parce qu'il me fallait un personnage et que je suis pas très impudique, donc je préfère me cacher derrière un personnage. Mais il existe vraiment, David Marwell. Il m'a d'ailleurs beaucoup aidé à écrire ce livre. Et c'était aussi une manière d'avoir un point de vue dans l'histoire. Mais il y a un peu de moi, bien sûr, mais David Marwell existe vraiment. C'est un homme formidable qui a dirigé le musée de l'Holocauste, le mémorial de l'Holocauste à New York, qui a travaillé beaucoup sur Joseph Mengele, qui n'est pas beaucoup traduit en français, je crois même pas du tout en français, mais qui est un historien formidable, un homme délicieux, et qui a rencontré Puzzi. Donc c'était une manière aussi de rentrer de manière en caméra subjective, si vous voulez, dans cet intérieur de ce monstre, dans cet antre de cette bête ou de ce clown qui était Puzzi. Il n'a jamais été, enfin son histoire n'a jamais été écrite, je le dis sous votre autorité. Et il y a un dernier chapitre qui s'appelle Solitude, et il est mort dans une totale solitude et même dans un total oubli, puisque c'est vous qui le sortez de l'anonymat. Alors, il y a eu un écrivain américain qui s'y était intéressé il y a une vingtaine d'années, un livre qui n'a pas beaucoup parlé de lui et qui est pas très intéressant parce que c'est une espèce de redite des mémoires de Puzzi, parce que Puzzi a écrit ses mémoires. Il n'a pas fait un travail romanesque comme j'ai pu le faire ou un travail de mise à distance. Mais il existe, hein, je tiens quand même à le préciser, il existe un travail américain sur le sujet. Mais c'est vrai que je pense, en tout cas pour un public francophone, et il y aura bientôt des traductions dans d'autres pays européens, c'est vrai que c'est une découverte. Mais c'est un passage, à mon avis, intéressant, parce que vraiment, il permet à hauteur d'homme de raconter ce que, par exemple, la fascination qu'Hitler pouvait exercer. C'est aussi un personnage qui permet de raconter ce qu'on se disait au début, à savoir ces États-Unis fascistes, comment est-ce qu'ils ont été regardés parfois avec les yeux de l'amour, le régime hitlérien, et comment aussi, à l'inverse, le régime hitlérien regardait les États-Unis avec une forme de fascination et de modèle. Donc c'est tout ça qui me permet de raconter ça. La solitude, c'est vrai que Puzzi finit sa vie plutôt oubliée. Alors il y a beaucoup de nazis oubliés en fait. Hein. Et moi c'est ça qui me fascine aussi à travers cette histoire-là, c'est comment des gens qui ont été à un moment donné au cœur de l'histoire, au cœur du monde, se trouvent en fait balayés par les temps. Et si on veut revenir à l'histoire de Puzzi, en fait c'est l'histoire d'un homme qui se rêve un destin, très clairement, qui va en connaître un destin, qui n'est pas celui dont il rêvait, mais qui va se terminer dans un oubli total. Et c'est assez. Oui, parce qu'il sera à la fin de sa vie un espion au service de, oui.
de Roosevelt. C'est ça qui est intéressant. C'est la toile. On revient, on en a parlé au début de cet entretien. La toile de fond, c'est c'est l'hypothétique rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Amérique de Roosevelt. Mais vous n'êtes pas le premier à écrire là-dessus, puisque c'est le thème du livre de Philippe Roth, qui est un roman, mais c'est aussi la toile de fond de son histoire, ce Plot Against America. Oui, oui. Et j'ai beaucoup pensé à Philippe Roth, évidemment, en écrivant mon livre. Le complot contre l'Amérique, pour les gens qui ne l'ont pas lu, c'est une uchronie. Il imagine que Charles Lindbergh devient président des États-Unis en 1940. Et Charles Lindbergh, c'est tout le mouvement America First, isolationniste, pro-nazi des années 30. Et ça lui permet effectivement de raconter à travers ce roman cette histoire, évidemment. Et il y a depuis, au-delà de Philippe Roth, qui est un roman assez ancien, il y a depuis une dizaine d'années aux États-Unis, des historiens américains s'intéressent de plus en plus à la question du fascisme américain, avant même l'élection de Donald Trump. Mais évidemment, l'élection de Donald Trump donne un éclat particulier à cette époque. Je suis pas en train de dire que Donald Trump était un fasciste ou un nazi. Je suis juste en train de dire que Donald Trump ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un terreau autoritaire dans ce pays, un terreau suprémaciste blanc. Le simple slogan de campagne de Donald Trump, America First, nous renvoie à ce que je disais il y a un instant sur Charles Lindbergh et ce mouvement isolationniste pro-nazi des années 30. Il y a là une histoire qui se raconte. Et parce que vous avez dit au début que j'avais beaucoup commenté les élections américaines sur les médias, c'est vrai. Et quand on nous demande souvent est-ce que Donald Trump est une parenthèse dans l'histoire américaine, aujourd'hui on se dit que la parenthèse est ouverte vers l'avenir parce que le Trumpisme n'est pas mort. Moi j'ai envie toujours d'expliquer que la parenthèse est aussi ouverte vers le passé et qu'il est largement le produit d'une histoire. Et cette histoire, c'est aussi celle des années 30, c'est aussi celle racontée par Philippe Roth, et aussi à ma mesure, je ne compare pas du tout à Philippe Roth, dans mon roman. Et vous avez le sentiment, ce sera la dernière question, que Roosevelt a vraiment balancé entre les deux, qu'il aurait pu basculer de l'autre côté et céder à la tentation d'une alliance avec l'Allemagne de Hitler? Alors, Roosevelt, non. Honnêtement, non, je n'y crois pas une seconde. En revanche, des gens autour de lui, Cordell Hull, etc., il y avait dans son administration des gens qui étaient très favorables. Lui était plutôt dans une logique un peu d'apaisement, vous voyez, un peu à la française, à l'anglaise, et d'éloignement. Mais quand la guerre s'enclenche, il n'y a pas de doute pour lui. Quand il y a une majorité d'Américains qui ne veut pas entrer dans la guerre, il dit au Congrès des États-Unis, dans son discours sur l'état de l'Union en 1940, il n'est pas bon pour les autruches de garder la tête dans le sable. Il n'est pas bon pour la santé des autruches. Vous voyez, donc il dit, en fait, aux Américains, il faut la guerre. On ne pourra pas continuer à coexister avec un tel régime. Donc, Roosevelt, non. Moi, je ne considère pas que Roosevelt était potentiellement un allié des nazis. En revanche, dans l'administration et dans le substrat culturel, dans l'environnement américain de l'époque, notamment dans les grandes universités où il y avait déjà des quotas d'étudiants juifs dans les années 20, rappelons-le quand même, ce que je raconte dans le livre, eh bien, dans ce monde-là, oui, il y avait certainement une absence de réticence, si vous voulez un euphémisme, dans une alliance potentielle avec les nazis. Voilà, merci Thomas Negaroff. C'est un livre passionnant, je recommande à nos lecteurs. C'est un livre que vous pouvez tout à fait offrir, qui se prête tout à fait à cela. Merci à vous. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, et notre invité était Thomas Negaroff pour son livre Putzi chez Gallimard. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.